Merci David. Bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde, puis vraiment encore merci d'être présent aujourd'hui avec nous à notre événement annuel. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ce mélange de participants de l'industrie avec nos étudiants à la maîtrise au doctorat. Là. Merci encore d'être avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous amener avec moi en 1984. Quelque part à l'hiver de 1984, à la maison, mon père est arrivé avec un ordinateur, un IBM PC, un 286, 2 megs de RAM, des disquettes floppy. Là. C'était un vrai bolide. C'était vraiment incroyable. On était très chanceux. J'ai été le premier élève en secondaire, au primaire, en 4e année, à remettre un travail tapé à l'ordinateur à Sœur Madeleine. Elle était stupéfaite. Donc, tu sais, sur un écran monochrome, on a appris à l'informatique à l'époque avec des commandes invite comme ça, où on devait découvrir comment utiliser l'ordinateur en utilisant du langage pas naturel, mais on a des instructions claires. Et pour ça, pour découvrir le fonctionnement de l'ordinateur, bien, on avait des manuels d'instruction. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle. Ça va vous rappeler des souvenirs, mais ces fameux livres IBM sur comment utiliser DOS. Mon préféré à l'époque, c'était le manuel pour apprendre le BASIC, mon premier langage de programmation. Et j'ai programmé au primaire, mon premier programme, c'était un livre de recettes pour ma mère. En basic. D'abord, ça m'a donné la piqûre. J'ai réalisé que ce n'était pas très utile. L'ordinateur était au 2e étage, la cuisine était au 1er étage. Ce n'était pas très utile. Peut-être j'aurais dû inventer l'iPad à ce moment-là, j'aurais été plus riche. Donc, la découvrabilité, ça se passait à travers des modes d'emploi, des guides qui accompagnaient les ordinateurs. Puis on revient aujourd'hui dans un monde où on a des interfaces dans les modèles de langage naturel comme ChatGPT qui nécessitent l'utilisation aussi de prompts, pas en monochrome cette fois-ci, mais il n'y a pas plus de boutons. Hein. Il y a un côté où on doit découvrir, le fonctionnement de l'application. Et souvent, ça va prendre d'investir du temps pour y arriver, par essai-erreur, puis découvrir le fonctionnement, puis découvrir comment on peut interroger le robot conversationnel pour être capable de converger vers la réponse. Hein? Donc, c'est un cycle souvent d'itération pour y arriver. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, je peux investir des dizaines d'heures avant d'avoir confiance sur comment bien interroger le robot conversationnel. Donc, c'est une découvrabilité qui vient avec de la patience, de la persévérance, comme on l'a vu au cours des 3 dernières années, ça ne venait pas avec un guide d'instruction. Hein, puis on découvre un peu le fonctionnement de ce qu'on peut faire avec ces systèmes. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, on va parler des élèves en difficulté, en troubles d'adaptation à l'école, difficultés d'apprentissage. Puis on va s'intéresser au phénomène suivant. Si l'IA génératif, est pour faire avancer notre société, bien, il faut être capable de le démocratiser. Puis il faut aussi que ça puisse aider des élèves en difficulté, parce que c'est des super tutoriels intelligents, ça peut vraiment aider les élèves à l'école dans leur apprentissage. Donc, s'intéresser à eux, s'intéresser comment on peut en arriver à ce que cet apprentissage, la compétence d'interroger un robot, comment ça peut s'acquérir, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste d'être capable d'écrire, puis de s'exprimer, puis de demander au robot de nous réaliser une tâche, mais c'est être capable de comprendre la réponse et d'être capable d'itérer. Et souvent, le problème se complexifie si le problème que j'ai à résoudre, bien, j'ai besoin un peu de métacognition, puis être capable de comprendre ce qu'on me demande de faire, de le traduire dans un langage naturel, d'interroger le robot et que le retour, ensuite, je sois capable de reprendre la réponse puis de résoudre mon problème. C'est vraiment pas simple. Hein? Donc, si on veut démocratiser l'IA, puis de permettre à tous dans la société de profiter de la promesse qu'offre l'IA, il faut s'intéresser aux élèves en difficulté. Vous avez vu dans la dernière année émerger aussi des systèmes vocaux pour interagir avec des systèmes comme ChatGPT. C'est vraiment fascinant. C'est effrayant aussi un peu. C'est très drôle. Je ne sais pas si vous avez fait parler en québécois ChatGPT, mais ça peut être très, très drôle aussi. Mais ça offre
un super potentiel pour les élèves en difficulté. Hein, si on a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, surtout au niveau langagier, bien, si la barrière, c'est à l'écrit, potentiellement qu'à l'oral, on a ici une super question de recherche. Hein, est-ce que l'interaction à l'oral des élèves en difficulté pourrait, dans le fond, leur permettre de dépasser peut-être l'obstacle qui leur permet d'aller chercher de l'aide dans des tutoriels intelligents, comme des systèmes aidés par de l'IA génératif. Donc, la question est intéressante. La question peut potentiellement nous amener ailleurs. Et bien, on a eu l'opportunité de mener avec AlloProf un projet sur la question. AlloProf, c'est notre partenaire à la chaire UX. On est très chanceux de collaborer avec eux depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un privilège d'avoir la chance de travailler avec une organisation qui, au Québec, a tellement un impact social important. Hein, AlloProf, c'est 550 000 élèves aidés à chaque année par du contenu en ligne, des vidéos, de l'aide en ligne aussi avec des pédagogues. Donc, c'est énormément de soutien que AlloProf fournit à nos enfants. Hein, je ne sais pas, dans la salle, est-ce qu'il y a des parents qui utilisent aussi AlloProf? Hein? AlloProf, c'est aussi un outil pour que nous, les parents, on ait l'air de super-héros. Moi, là, j'ai refait mes mathématiques de secondaire 4 l'année passée avec mon fils. Vous savez, même si on fait des méthodes quantitatives au quotidien à l'université, il y a des affaires en secondaire 4 qu'on ne se rappelle plus. Hey, j'ai eu l'air vraiment bon. Merci AlloProf. Puis peut-être une main d'applaudissement à AlloProf pour que nous, les parents, on ait l'air de super-héros. Donc, on a eu l'opportunité avec AlloProf d'aller dans une école et de vraiment aller étudier comment les élèves en difficulté peuvent s'approprier de l'IA génératif. Et évidemment, dans un projet de recherche avec certificat d'éthique et tout. Et on a eu une opportunité d'aller voir comment ces outils-là peuvent que les élèves peuvent s'approprier de ces outils-là et de les comparer aussi à des outils déjà disponibles sur l'environnement d'AlloProf. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier l'équipe d'abord d'AlloProf pour leur participation dans le projet, mais deux personnes en particulier qui ont été centrales dans le projet. Maya Lehata, qui est ici dans la salle. Bonjour Maya, elle est où? Étudiante à la maîtrise UX, dont c'est le mémoire de maîtrise. Et Luis Carlos Castiblanco, qui est professionnel UX ici au laboratoire avec nous, qui ont été les deux pendant de nombreuses journées, je pense 2 semaines au total, dans l'école secondaire pour aller faire la collecte de données et ensuite l'écriture de la recherche. Donc, merci à vous deux. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est qu'on a été étudier l'apprentissage du français. Hein, donc, c'est des élèves en difficulté d'apprentissage du français. Et on a été leur faire des problèmes de français, des participes passés, des classes de mots, des fonctions syntaxiques. Écoutez, des affaires, là, je vous regarde les yeux, vous avez tous l'air... imaginez-vous en train de faire ça. Peut-être que vous avez comme des vieux souvenirs du secondaire. Là. Donc, on a été faire des exercices en français à des élèves en difficulté d'apprentissage. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que parmi les différents services d'aide, qu'est-ce qui permet de mieux soutenir les élèves? Donc, on avait 2 groupes, un groupe expérimental d'élèves qui n'étaient pas en difficulté d'apprentissage et un second groupe équivalent d'élèves avec différentes difficultés d'apprentissage et des plans d'intervention. Et 18 filles, 12 gars. Donc, répartis aléatoirement dans nos deux groupes. Et on a été voir l'effet de 4 différents systèmes d'aide. D'abord, les fiches d'AlloProf, qui sont très, très bonnes d'ailleurs. Mais c'est sûr que pour des élèves en difficulté, des fois, la fiche en elle-même est peut-être difficile à s'approprier. On avait le pédagogue, le prof. Donc, on avait vraiment dans l'expérience un vrai prof quelque part caché derrière son clavier qui, lui, était là aussi pour venir aider l'élève. Et on avait créé, c'est Maya, entre autres, là, qui a développé tout ça, on avait créé 2 robots avec ChatGPT, un à l'écrit et un à l'oral, avec un prompt très détaillé pour un persona qui était finalement un système tutoriel d'aide qui tentait d'imiter le professeur dans son intervention. Donc, 4 types de problèmes, 4 aides pour appuyer l'élève. Et le but, c'était de comparer lequel de ces systèmes-là avait le meilleur potentiel, avec l'hypothèse que ChatGPT à l'oral allait potentiellement venir là, chercher peut-être un élément supérieur à un contexte écrit ou de lecture. Peut-être pas aussi bon qu'un professeur, mais essayer de s'en rapprocher. Bien, d'abord,
sans surprise, le groupe contrôle a mieux performé que le groupe expérimental. C'est-à-dire que le groupe d'élèves sans difficulté, pour les 4 types de problèmes, les participes passés, figures de style, classes de mots, fonctions syntaxiques, ont eu des taux de performance plus élevés que le groupe en difficulté. Puis ça, c'était pas une surprise. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de trouver des solutions pour tenter d'appuyer les élèves dans le groupe expérimental. Mais l'élément ici, c'est que tous les systèmes d'aide sont pas égaux. Il y a clairement le professeur a un impact beaucoup plus grand que tous les autres. Le fait d'être en interaction avec le professeur, d'échanger, son approche pédagogique, ça a un appui net. Là, Donc, les élèves en difficulté ont obtenu des scores en haut de 50 % lorsqu'un prof était là pour les aider. Dans les autres cas, celui qui offrait le moins de soutien, c'était la simple fiche, c'est-à-dire d'aller sur le site Web, de lire longtemps sur la question, puis de voir si ça nous aide. Clairement, pour les élèves en difficulté, ce n'est pas la meilleure solution. Entre les deux, nos deux systèmes, puis notre hypothèse n'était pas validée, de dire le système à l'oral ne fonctionne pas mieux que le système à l'écrit. Dans les deux cas, ça se trouve un peu de manière intermédiaire. On va revenir sur cette question-là dans un instant. Mais lorsqu'on a demandé aux deux groupes ce qu'ils préfèrent, tout le monde préfère le professeur. Le professeur, c'est plus sécuritaire, il est de confiance, il a une approche pédagogique, son ton est plus bienveillant. Donc, de manière générale, 80 % des élèves vont dire on préfère le professeur. Mais vous comprenez là, que pour aider le maximum d'élèves au Québec, ce n'est pas toujours possible pour les profs d'avoir autant de professeurs que possible. Il faut trouver quelque part comment l'IA peut venir nous aider. C'est une bonne solution pour venir fournir puis appuyer le groupe de pédagogues. Donc, revenons aux deux autres, parce que dans le fond, la raison pour laquelle je vous parle de ce projet-là, c'est que ce projet-là, j'y pense là, à chaque jour depuis l'année passée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'important pour résoudre le problème. Puis pour résoudre le problème, il faut aller le comprendre de manière fine, puis on va aller dans la tête des élèves. Puis pour faire ça, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui les amenait lors de l'utilisation de l'IA, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de résoudre le problème. Et pour ça, on a accès à des outils au laboratoire, dont l'oculométrie. Donc, l'oculométrie, c'est un outil qui permet de mesurer le regard de la personne à l'écran, d'être capable de vraiment comprendre, un peu de rentrer dans sa tête, puis de voir sur quoi il a porté son regard tout au cours de la tâche, puis de là, d'être capable de comprendre comment la personne en est venue à résoudre son problème. Donc, c'est ce qu'on avait. On a utilisé des oculomètres pour mesurer comment les élèves, mis devant la résolution de problème, en sont venus à trouver ou pas la solution. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attardé aux cas d'échec. Les cas d'échec autant du groupe contrôle que du groupe expérimental. Parce qu'il y a des choses qu'on a apprises sur le groupe contrôle aussi, parce qu'ils ont eu des échecs, qui nous ont amenés aussi à réfléchir. Donc, première chose qui est notoire, là, c'est l'abandon de la tâche. À quel point l'élève en difficulté, aussitôt qu'il y a un écueil dans le processus, abandonne très rapidement d'utiliser le robot conversationnel à l'écrit et aussi à l'oral. Il y a un réflexe de dire, est-ce que c'est un manque de confiance envers la technologie? Est-ce que c'est un réflexe de dire, même si je poursuis, ça ne va pas me donner plus, que c'est voué à l'échec, de toute façon, j'abandonne vite. Donc, il y a nettement ici quelque chose où on arrête ou on utilise la première réponse. On demande, puis tout de suite, ce qui sort, c'est ce que j'utilise comme réponse, puis des fois, ce n'est pas la bonne réponse. L'autre côté, du côté du groupe, surtout le groupe contrôle, ce qui est fascinant, c'est à quel point que le moindre mot d'encouragement les fait arrêter. Donc, même dans une réponse que le robot conversationnel commence puis dit « c'est bien parti, mais on avait l'oculomètre, là, et les élèves arrêtaient à partie. Tu me dis hey, « je suis bien parti », c'est bon, c'était ça la bonne réponse, j'arrête. Donc, on n'allait jamais voir le « mais ». Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est de voir, dans le langage utilisé par le robot, on pense que d'encourager l'élève, c'était la bonne approche, mais finalement, on voit que c'est très apprécié du côté des enseignants, le langage bienveillant, mais du robot, là, ça me déclenche immédiatement que j'ai trouvé ma réponse, puis je n'ai pas besoin de poursuivre ma recherche plus loin. D'autres enjeux qu'on a eus, l'élocution dans le groupe d'élèves en difficulté aussi a amené à des difficultés de compréhension du côté du robot et un abandon rapide. Donc, une série d'éléments comme ça qui nous ont fait beaucoup réfléchir sur cet élément-là qui est l'abandon rapide dans une résolution de problème.
Puis ça, bien, c'est l'élément clé auquel j'aimerais qu'on réfléchisse jusqu'à la fin de la conférence, c'est de dire comment on fait pour construire de la compétence pour ça, comment on amène des élèves, les futurs citoyens de notre nation, là, à devenir des bons à utiliser des robots conversationnels. Une des observations, une des conclusions, c'est de voir à quel point la première réponse, qu'elle soit bonne ou pas, cette idée-là d'avoir trouvé la bonne réponse, c'est un peu comme aller sur Google puis de prendre le premier choix. Hein, comme société, on est comme programmé dans les robots de recherche sur Internet que le premier choix, c'est le bon. Puis c'est un peu de tout ça qu'on observe. Hein, que la première réponse, je la trouve, le robot conversationnel me fournit une réponse, il y a une mauvaise compréhension que je n'ai peut-être pas encore convergé vers la solution. Hein, où la réponse est tellement longue que je ne la lis pas. Puis, donc, il y a un peu de cet élément-là de dire que, globalement, une mécompréhension du fonctionnement interne du robot, puis d'amener à converger par itération, puis de comprendre, puis d'aller tranquillement vers ma solution. L'UNESCO a sorti un cadre de réflexion pour les pédagogues comme nous sur comment utiliser l'IA à l'école. Ce cadre-là est très intéressant. Il y a un long document qui l'accompagne. Je vous invite à le consulter. C'est un peu une vision de l'approche de la taxonomie de Bloom, mais dans un contexte d'IA, puis de comment on peut amener à construire de la compétence, développer des compétences d'IA au niveau scolaire. Évidemment, ici, ce qui nous intéresse, c'est cette idée-là de résolution de problèmes, hein, d'amener l'utilisateur à résoudre son problème de manière itérative, mais de passer d'un problème qui, conceptuellement, je dois être capable de dire qu'est-ce que je dois demander au robot pour résoudre mon problème, d'être capable de le comprendre, puis de revenir, puis d'avoir la solution. Ce n'est pas une tâche simple, puis ça va bien au-delà de l'IA. C'est la compétence à résoudre des problèmes. Et ça, cette compétence-là, itérative, d'essai-erreur, bien, pour la développer, il faut l'essayer. Il faut amener les élèves, il faut les confronter à la situation pour les amener à développer cette logique algorithmique d'interagir avec le robot. Fait que c'est peut-être pas la meilleure façon de développer ça. C'est certainement pas d'interdire l'utilisation de l'IA dans les écoles, là. Il faut en venir à trouver une manière de développer la compréhension du fonctionnement et d'interdire et de ne pas en parler, de faire l'autruche puis de mettre la tête dans le cerf, ce n'est pas la bonne solution, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement le permettre. Donc, c'est un grand défi, hein, c'est probablement le défi de notre époque, mais cette réflexion-là de comment on développe les compétences de la nation, les futurs talentueux citoyens, mais c'est aussi la raison pour laquelle ce projet-là, j'y pense presque à chaque jour, c'est que on est un peu enseveli de statistiques d'utilisation de ChatGPT un peu partout. Là, à chaque jour, il va sortir un rapport, puis on est tous à boire le Kool-Aid du pourcentage d'utilisation de ChatGPT, puis ah oui, c'était la technologie qui a été la plus rapidement adoptée depuis le début de l'humanité. Mais d'essayer, ça ne veut pas dire utiliser efficacement, puis d'avoir routinisé dans nos pratiques. Puis ça, quand vous êtes confronté à des statistiques d'adoption de l'IA, je vous invite à rester très critique, puis de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment fait ici? Fait que, par exemple, ça date du mois dernier, là. C'est des chercheurs à Harvard qui ont fait une enquête là, assez approfondie au mois d'août sur l'utilisation de l'IA aux États-Unis. C'est 10 des répondants qui vont dire, oui, je l'utilise à chaque jour au travail, donc 1 sur 10. Mais ça se reflète ensuite dans les statistiques par des 0,5 à 3,5 de toutes les heures de travail aux États-Unis qui utilisent quelque part de l'IA. Ça se reflète par des gains de productivité actuellement là, de 0,125 jusqu'à 0,875. C'est rien pantoute, là. Okay? On est vraiment loin d'un effet substantiel sur la productivité au travail. Hein, on évalue que c'est maximum 5,1 des entreprises américaines qui présentement créent de la valeur. De la valeur créée aux États-Unis, là, ça équivaut à peu près 5,1 l'impact de l'IA, l'impact réel de l'IA. Si on compare ça à l'adoption du tracteur, pour ceux qui étaient dans une conférence précédente que j'ai donnée, c'est comme si on était à peu près. Ça a pris à peu près 100 ans pour le tracteur à être adopté, là, de à peu près 1800 quelque chose jusqu'à aujourd'hui. On est à peu près en 1920. Hein, on est très loin d'avoir une adoption massive. Et un des éléments ici, c'est la capacité des travailleurs à avoir cette compétence-là d'utiliser efficacement, de routiniser et de développer cette capacité à résoudre des problèmes avec l'IA générative. Ce n'est pas donné à tout le monde.
c'est pas simple pour des gens comme vous, mais imaginez des étudiants, des élèves en difficulté. Cette difficulté-là, il faut trouver, on a la responsabilité de trouver une solution pour être capable de les amener à profiter de cet essor-là. Et j'ai 2 idées là, je vais vous laisser sur 2 idées. La première, c'est qu'une des erreurs qu'on peut faire, là, c'est d'opposer l'enseignement guidé à l'enseignement par découverte. D'être uniquement sur un ou l'autre des volets et d'avoir une approche nuancée à l'école, puis d'amener les élèves à expérimenter, ça fait nécessairement partie de la solution. L'autre aspect, c'est de s'assurer que les profs aient le temps et les ressources pour y réfléchir. C'est pas simple être prof. Il n'y a personne ici qui voudrait être prof de philo au cégep de ce temps-là. Là. C'est vraiment pas simple. Je veux dire, ils n'ont pas le temps d'y penser, puis ils sont dans le tsunami de l'IA. Puis, ce n'est pas juste l'utilisation de l'IA pour faire les travaux de cégep. Une petite anecdote. Donc, dans un cours de cégep de philo à Brébeuf, cette session, il y a un prof qui, en se disant « ma question est tellement générique, je vais l'utiliser la même dans tous mes cours à l'examen », mais les étudiants n'ont pas fait l'examen la même journée. Ils n'ont pas le droit à l'IA, ils font tout ça papier. Hein? Ils sont tous revenus à écrire sur papier leur réponse d'examen. Bien, les étudiants, là, ils apprennent par cœur la réponse de ChatGPT. Fait qu'il y a eu des cas de plagiat. Il y a 7 personnes qui ont la même réponse écrite dans le cours de philo. Hein? Fait que il n'y a rien de simple. Là, c'est difficile d'envisager comment l'usage est réellement fait. Et pour les profs, là, ça va prendre du temps. On est vraiment à l'adolescence de l'histoire. Ça change à chaque jour. Puis c'est pas simple de trouver comment intégrer ça en classe. L'autre aspect, c'est ne vous leurrez pas, c'est encore très important d'amener nos élèves à apprendre à programmer très tôt. Hein, il y a des choses dans la vie qu'on enseigne au secondaire, comme de la géométrie de base, qui est bien moins importante que d'apprendre à programmer. Et de réfléchir à ça, ce n'est pas parce que ChatGPT est capable de programmer à notre place qu'il ne faut pas inculquer des valeurs d'apprentissage, de littératie en matière de codage. Parce que d'apprendre à coder, c'est apprendre à comprendre comment la machine fonctionne. Puis on n'a pas besoin de revenir en 1984 avec des prompts à la DOS pour faire ça. Là. On est capable d'enseigner à nos étudiants, de leur permettre d'utiliser ChatGPT pour apprendre à programmer. Mais c'est important que dans les écoles primaires et secondaires, qu'on continue de garder cette culture d'apprendre à programmer, parce que c'est pas vrai que c'est pas parce que la machine est capable de le faire mieux que nous qu'on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne la machine. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre Majoric. Et merci à Alloprof de nous permettre de faire ces études aussi spectaculaires. Merci, l'équipe est ici derrière. Là, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Que ce soit au niveau recherche ou au niveau logistique, c'est très intéressant pour nous de faire des projets de recherche avec des enfants. Vous comprendrez que la logistique de recherche est un peu plus compliquée. Il y a beaucoup de règles éthiques à surveiller là-dessus. Est-ce qu'on a 1 ou 2 questions? Pierre Majoric ici. Oui, plusieurs questions. Commencez par ici. Ah, plus fort. Bon. On y est presque, on y est presque. Tu peux prendre la parole, tu peux parler fort. Oui, mais je ne comprends pas, il faut le voir. Ah, OK. En fait, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est, je ne sais pas si j'ai bien saisi l'élément qu'on a eu quand on parle des élèves en difficulté. Ouais. J'aurais aimé ça comprendre à quel niveau est-ce qu'on les a identifiés, parce qu'il peut y avoir tout plein de niveaux de difficulté. Puis si on a considéré le fait que si un élève est en difficulté du côté de littératie, ou d'un autre niveau même qu'il n'a pas accès à la technologie ou ce genre de trucs, ben, déjà, ça peut même biaiser le résultat du test, right? On lui présente un ChatGPT pour l'aider, mais il n'a pas de capacité même à l'utiliser ou à interagir avec, comme c'est l'enseignant ou l'interaction qui est plus privilégié pour lui. Puis de l'autre côté, ben, c'est ça, tout le côté où est-ce qu'on met de l'avant l'IA et tout, mais ça peut être intéressant, mais c'est pas tout le monde qui éventuellement va avoir accès. Nous, on prend en considération, on est un peu privilégié d'avoir tout ça.
Mais parce qu'on parle spécifiquement d'enfants ou d'étudiants primaires et tout ça. Je ne sais pas si c'est des points que ça me pensait. Bien, il y a plusieurs aspects à ta question, puis j'ai les gens d'Alloprof qui sont ici dans la salle qui pourraient faire un meilleur travail que moi pour présenter le fait qu'ils ont énormément d'initiatives et surtout un projet présentement qui est déjà en place. Hein. Vous avez le robot conversationnel d'Alloprof. Est-ce que c'est en travail, ça s'en vient. Fait que c'est via tout ce genre de tests-là. L'idée, c'est de tester en laboratoire, puis de comprendre. Évidemment, ici, on utilise ChatGPT comme artefact expérimental, mais à terme, ces travaux-là s'incarnent via ce que va rendre disponible Alloprof via sa plateforme. Dans le fond, des tuteurs intelligents qui... La ressource est rare d'avoir des professeurs. Pour aider 550 000 élèves, si on veut pouvoir en aider encore plus, bien, l'IA est nécessairement une des sources d'inspiration. Mais là, c'est de dire, bien, quel genre de modalité d'interaction, d'où le fait de s'intéresser à ce phénomène-là. C'est sûr que dans une étude avec 30 participants, 15 élèves, on ne peut jamais avoir toute la richesse de se concentrer sur un type de difficulté d'apprentissage. On a eu la chance unique d'avoir la collaboration d'une école secondaire sur la Rive-Sud de Montréal qui nous a aidé à identifier les élèves et à rendre ce groupe-là le plus homogène possible. Donc, c'est une rare opportunité parce que c'est effectivement pas facile de recruter en laboratoire. Si on avait annoncé « amenez vos enfants au lab », ça n'aurait été pas simple. Donc, c'est sûr d'avoir le concours d'une école pour ce genre d'études-là, ça appuie beaucoup. Puis c'est grâce, évidemment, à Alloprof. Merci de votre question. On avait une deuxième question ici. De quel côté? Juste ici, devant toi. Ma question, c'est concernant le potentiel de le AI dans l'accompagnement en français pour des élèves en difficulté. Est-ce que ça comprend des élèves dont le français n'est pas la langue maternelle? Et si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être considérer leur langue maternelle dans la formule pour pouvoir les aider à comprendre mieux? Puis j'amène cet exemple-là parce que moi, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Mon fils, quand il a de la difficulté à accorder les verbes, il a 10 ans, je lui dis, c'est super facile, traduis-le en espagnol, tu vas savoir si ça prend un ER ou un EZ, ouais. genre. Donc, c'était juste un aspect que je me demandais par rapport à votre projet. Mais merci de la question. C'est effectivement un défi important dans la francisation, puis de fournir des services d'aide aux Français. C'est sûr que dans ce cas-ci, c'était vraiment des élèves dans une école, peu importe leur langue de base, avaient un code de difficulté d'apprentissage. Donc, ce projet-là ne portait pas sur cette notion-là, mais c'est effectivement un autre volet. Encore là, l'idée, c'est que l'appui de l'intelligence artificielle pour fournir des tuteurs pédagogiques, ça a tellement de potentiel. Mais il faut que les élèves soient en mesure de les utiliser efficacement. Merci de votre question. Dernière question, et après c'est fini. Juste au fond de la salle ici. Comme ça, moi, j'ai droit à autant de questions. Qu'est-ce qui... Tu as le temps encore? Oui. J'ai pas pris tout mon temps, c'est ça? J'ai mieux géré mon temps que d'autres. Je sais pas. Ouais. OK, c'est bon, ça marche. Ça marche? Oui, dans le fond, les principaux détracteurs des approches inclusives qu'on pourrait inclure l'utilisation de robots conversationnels dans le cadre de l'enseignement, c'est de rendre les élèves paresseux. Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place par, j'imagine, il y avait des enseignants qui étaient dans le projet. Est-ce qu'il y a des stratégies pour justement donner des indices aux étudiants à comment l'utiliser ou pour structurer un peu l'approche ou juste, utilise le robot et apprend? Oui. La question est vraiment bonne. Puis, il y a tellement d'éléments où la discussion de l'IA à l'école, dans ce cas-ci, c'est vraiment des tuteurs intelligents. Hein. Dans le fond, c'est d'aider l'élève dans des contextes l'IA qui est développé par Alloprof. Puis là, corrigez-moi si je veux. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un robot qui derrière ne va pas permettre essentiellement n'est là que pour aider l'élève et répliquer un peu le professeur. C'est sûr que le volet de votre question, c'est comment on amène l'IA en éducation, au primaire, au secondaire, à l'université. Bien, je vais répondre, je vais mettre mon chapeau de prof d'université, si vous permettez, parce que là, je ne pense pas que je reflète un professeur de primaire, mais je pense que ce que ça a amené pour nous, c'est de reconnaître que ça existe. Mes étudiants de maîtrise sont dans la salle, puis on a des discussions très ouvertes là, sur le fait que,
l'utilisation de l'IA, quand c'est le temps d'écrire ton mémoire de maîtrise ou ta thèse de doctorat, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ça existe. Ces outils-là vont être disponibles aux étudiants lorsqu'ils vont terminer, qu'ils vont aller vous rejoindre comme professionnels. Donc, c'est important de le reconnaître, qu'ils développent les capacités de le faire, de faire un usage responsable de ça. Mais aussi, c'est une façon d'amener... moi, il y a un professeur qui m'inspire beaucoup là, à Wharton, un élève dont le français ou l'anglais n'est pas la langue première, qui arrive pour se joindre. Et moi, là, je suis prof d'université, je ne suis pas là pour corriger des fautes d'orthographe. Là, hein? Je suis là pour parler au niveau des idées, mais d'être capable de niveler des élèves qui ont peut-être eu des difficultés, qui ont travaillé fort, puis sont rendus maintenant à la maîtrise ou au doctorat. Là, on travaille au niveau des idées, on ne travaille pas au niveau de l'orthographe, mais les outils sont là. Mes attentes par rapport à ces outils-là, tu n'as plus de raison de ne pas être au même niveau que les autres. Hein? Parce que les outils sont là, je t'invite à les utiliser, puis je t'invite à être capable de bien les utiliser pour le reste de ta vie professionnelle. Mais ta discussion, tu aurais des profs de d'autres niveaux, la réponse serait différente, mais pour moi, c'est une manière de niveler puis d'amener tout le monde au même niveau. Puis mes attentes de mes étudiants maintenant, c'est quand tu me soumets un document, je veux que ça soit parfait. Parce que les outils sont là pour que ça le soit. On pourrait en parler très longtemps. J'ai l'impression que je vais me faire sortir de scène ou mon micro va tomber. Exactement. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Pierre-Patrick. Attention.